On n'est pas du monde, une émission proposée par l'équipe du Verbe, avec Antoine Malenfant et James Langlois. Cette semaine à l'émission, Antoine Pajot-Saint-Hilaire nous fait déguster des bières fermières. Isabelle Gagnon se demande si commodité et éducation des enfants sont compatibles. Et Édouard Chatov nous entraîne avec lui dans le dernier droit de l'Avent. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous et bienvenue à votre magazine Foi et Culture. Ici Antoine Malenfant en compagnie du malcommode James Langlois. Bonjour James. Salut Antoine, ben oui, le malcommode James, l'Antoine Malenfant. Oui, t'es malcommode parce que il y a quelques instants, tu disais que j'ai des drôles de libellés de chroniques. C'est comme... C'est pas... Ah, puis justement, on parle de commodité aujourd'hui à malcommode. Non, mais je me sens malcommode, là, je suis en forme, là. J'ai hâte de voir si ça va... Je pense que ça va rejaillir sur... Surtout avec la bière, là. Hey, comment ça? Il y a de la bière sur la table. Qu'est-ce que ça fait là? C'est de ma faute. C'est apparu comme ça. On lui a passé plein de messages subliminaux la dernière fois qu'il est venu. Hey, il est wise, hein, quand même. Il lit entre les lignes. C'est une grande subtilité. Antoine Pajot-Saint-Hilaire, bonjour. Bonjour. Tu sais, t'as quand même réussi à trouver un prétexte là, pour nous parler de bière aujourd'hui. Bien entendu. Je pense que le pape François serait tout à fait d'accord avec le style de bière que je vous présente aujourd'hui, qui s'appelle la bière fermière. Vu que c'est le temps de l'Avent, là, on va faire ça avec charité pour se convertir quand même. Mm-hmm. Exactement. Alors, ça sera en tout début d'émission. On a déjà très hâte. Nos papilles capotent à la vue de tout ça. Merci d'être avec nous, Antoine. On a aussi la joie de recevoir à l'émission Isabelle Gagnon. Bonjour, Isabelle. Salut, Antoine. Tu nous parles d'éducation des enfants aujourd'hui. Si j'en ai le droit. Tout à fait novice au Montessori. J'ai des idées, des réflexions là-dessus à vous partager. Ah, génial. Ça tombe bien parce qu'on a James autour de la table. Hey, salut. Salut. Bonjour, James, t'es là. qui s'est penché sur la question aussi de l'éducation des enfants, hein, quand même. Ouais, c'est quelque chose dans quoi j'ai étudié. C'est un domaine dans lequel j'ai étudié. Puis surtout, Montessori, c'est quelque chose qui m'intéresse aussi. Alors, c'est un pet issue, comme dirait le mari d'Isabelle. Qu'est-ce que c'est un pet issue? C'est comme une de nos... Je sais pas, là, cause d'une ficelle là, sur laquelle on peut tirer. Un enjeu qu'on traîne toujours avec une corde à tondeuse, là, non, pour nous partir. Là, un enjeu chouchou? Ouais, on peut dire ça. C'est bien dit. Un hobby horse en anglais. Ah. C'était déjà en anglais. Ouais, je pense. En anglais encore plus. En russe, on dirait quoi par Chatov? Ouais, rien, on dira tout simplement un passe-temps. Hein. Il n'y a pas de passion. Il n'y a pas de passion en Russie, c'est ça. De toute manière, chez nous, tout est passion et tout est calme. Mais c'est pas de ça dont on parle aujourd'hui, Édouard. Oui. Tu as choisi un sujet tout à fait de saison. Oui, j'ai choisi le sujet de saison, c'est l'Avent, sauf que on a dit que je vais vous entraîner dans l'Avent, mais en fait, c'est pas seulement d'être entraîné, c'est aussi de se poser. Parce que l'Avent, c'est le temps de se poser, de se reposer et en fait, d'être là. En toute fin d'émission, nous serons là pour t'écouter, Édouard. Merci beaucoup d'être avec nous. Lors de sa première apparition à On n'est pas du monde, Antoine Pajot-Saint-Hilaire nous avait généreusement fait déguster des produits brassicoles issus de la plus pure tradition monastique. La dernière fois qu'il est venu, un peu plus tôt cette saison, à On n'est pas du monde, c'était pour nous parler de philosophie politique. Que s'est-il passé entre ces deux événements? On se pose encore la question ici au bureau. Alors, on a décidé d'exhorter Antoine à revenir à ses bonnes vieilles habitudes. Antoine n'est pas revenu les mains vides cette fois. Antoine qui brasse sa bière à 16 heures. Hein? Ah oui? À mes heures, oui. De moins en moins souvent, c'est-à-dire maintenant qu'il y a minuit, de plus d'enfants, moins en moins de bière à la maison. Mais... Ça, j'allais dire minuit et c'est 6 heures du matin. Non, on essaie de dormir dans ce temps-là. On essaie. Alors, tu as trouvé un excellent prétexte pour nous, je le disais en introduction, pour nous parler de bière fermière. On y reviendra là, sur les définitions. Tu as réussi à rattacher ça à des paroles du pape.
Ben oui, c'est-à-dire que l'encyclique laudato aussi sur la protection de la maison commune, la protection de l'environnement, je pense que ça nous exhorte à réfléchir sur nos habitudes de consommation. Hein, puis, très clairement, nous exhorte à réfléchir sur nos habitudes de consommation. Puis bon, dans cette habitude de consommation que certains d'entre nous autour de la table ici avons, soit d'acheter parfois des délicieux nectars, il faut aussi réfléchir à la façon dont ces nectars sont produits. Puis, au Québec notamment, mais ailleurs dans le monde aussi, il y a différentes façons de brasser de la bière. Puis la façon dont on brasse la bière, la façon dont on va la consommer aussi va avoir un impact finalement sur cette maison commune. Alors, c'est ça que... C'est intéressant, Antoine, parce que je faisais des petites recherches avant l'émission aujourd'hui, puis je découvrais que, contrairement à l'idée que j'avais, la consommation en termes de volume là, par habitant diminue depuis quelques années. Au Québec, on boit moins de bière. Parallèlement à ça, ou pas plutôt parallèlement, mais en croisée, on retrouve de nouvelles entreprises brassicoles, des petites microbrasseries là, qui émergent partout sur les tablettes, effectivement. Alors, comment expliquer ça? Ça serait peut-être parce qu'on boit moins, mais on boit mieux? On fait des choix de consommation qui sont différents. On essaie de boire plus localement, je pense. Boire des produits qui sont à nous, puis qui goûtent finalement notre terroir. Donc, une bière bien québécoise qui ne pourrait pas goûter la même chose si elle était brassée ailleurs, par exemple. Mais c'est intéressant aussi de voir les épiceries qui se sont transformées. La section des bières, là, c'est complètement ouvert, puis c'est rendu beaucoup de produits locaux. J'allais dire aussi la montée de la consommation des seltzer, l'espèce d'eau pétillante qui ne goûte pas grand-chose, puis qui n'a pas de calories, sauf un peu d'alcool. C'est une remarque bien cynique que tu viens de nous faire là. T'as peut-être et probablement raison, mais je préfère voir le côté positif de la chose à présent. Mais oui, c'est ça. De la bière pour commencer? Alors, je reprends, comme quand vous avez parlé de bière monastique, je reprends la recette simple pour faire une bière, c'est-à-dire de quoi on a besoin. On a besoin d'eau. On a besoin de grains, souvent du grain maltais, de l'orge principalement. Ça veut dire quoi, maltais? Maltais, ça veut dire que le grain va avoir préalablement été chauffé pour libérer les sucres, qui vont donc être plus facilement infusés dans l'eau. Okay. Ensuite, une fois qu'on a préparé ça, ça donne un mou. On met de la levure dans le mou. Il y a fermentation, le produit fermenté, c'est de la bière, grosso modo. Généralement, on va ajouter du houblon, qui est une composante importante, mais pas essentielle. À ce que ça soit de la bière. Ouais. C'est quoi la fonction du houblon? Le houblon peut donner plusieurs saveurs de différentes façons. Il peut aussi améliorer la conservation, les propriétés de conservation de la bière qu'on a brassée. Okay. Mais il y a vraiment de plusieurs façons là, d'utiliser le houblon dans la bière. Puis il y a aussi des façons de ne pas l'utiliser ou de presque pas l'utiliser. Et dans plusieurs traditions d'ailleurs de bière fermière ailleurs dans le monde, le houblon est pas ou très, 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 très peu utilisé. C'est quand même compliqué de cultiver du houblon dans une houblonnière. Alors, si on veut faire quelque chose de plus en plus local, il faut peut-être apprendre à se passer, disons, de quantité phénoménale de houblon. Quand on regarde les bières qui sont très populaires, peut-être un peu de moins en moins, là, les bières, les New England IPA, c'est IPA très trouble. Les NEPA. Oui, exactement. Elles ont une concentration de houblon extrêmement forte. Et d'ailleurs, souvent du houblon qui ne nous vient pas du tout du Québec, qui vient de très loin, souvent même Australie, Nouvelle-Zélande. Alors là, si on veut faire une bière qui est plus écologique, mais il faut qu'on réfléchisse à une façon d'utiliser moins ces houblons-là, disons. Faisons un peu de nomenclature, de distinction là, dans les termes. On parle de microbrasserie là, au Québec depuis plusieurs années, des micros qui émergent ici et là, des bières artisanales, c'est un terme qui est communément employé. Qu'est-ce qu'on entend par bière artisanale avant d'arriver à une bière fermière? Alors, c'est ça. Une bière artisanale n'est pas fermière par définition. Une bière artisanale est artisanale si elle est faite par des artisans d'ici. OK. Si elle est brassée sur place, par exemple au Québec, on va vous dire que c'est une bière artisanale québécoise. Par contre, les ingrédients qui vont être utilisés, comme je mentionnais tout récemment, si on utilise des ingrédients qui viennent de partout, à ce moment-là, on n'a pas une bière qui est locale. On a une bière qui peut être artisanale, mais brassée avec des ingrédients qui ne viendraient nullement, par exemple, du Québec. Et l'effort de la bière fermière, contrairement en distinction avec la bière simplement artisanale, c'est vraiment de travailler avec les produits locaux, avec les ingrédients locaux, et le plus possible même avec la terre locale, donc avec le terroir. On parle de bière de terroir parfois. C'est l'équivalent là, dans le monde du vin, ce qu'on appelle la biodynamie. Oui, c'est ça. Un vin qui va être produit entièrement avec les ressources propres au vignoble, par exemple. C'est un peu le même principe avec une ferme brassicole. À la différence que, je lisais dans tes notes, un vignoble va avoir essentiellement un produit à produire, à c'est générer. beaucoup plus simple, alors que pour une bière, il y a plus d'intrants.
C'est ça, il y a beaucoup plus d'ingrédients, alors ça devient un peu plus difficile aussi de brasser une bière très locale, mais c'est pas impossible. Puis là, il faut faire attention, évidemment, on veut pas dire bière fermière que tout ce qui rentre dans la bière a été produit sur la ferme. Ça demande une grosse ferme, puis ça demande beaucoup non seulement de talent, mais de temps, d'employés, etc. Par contre, on peut faire des choix puis dire, nous, on va faire pousser notre fruit pour les fruits qu'on ajoute dans une bière. Nous, on va faire pousser des grains qu'on ne maltera pas. Parce que, avoir une malterie, un espace pour chauffer le grain, on va le faire libérer les sucres aussi, c'est compliqué. Il y a quelques malteries au Québec, par contre, puis là, on peut utiliser les malteries québécoises ou installer notre propre brasserie fermière proche d'une malterie québécoise, proche d'une houblonnière. Et là, à ce moment-là, on brasse un produit qui est de plus en plus local, de plus en plus éco-responsable aussi. Bon, là, c'est la moitié de la chronique. Là, je m'en vais ouvrir ça. Continuez, là. Oui, parce que tu as apporté des produits. On peut peut-être les présenter. J'ai apporté quelques produits. Oui, un produit ici d'une brasserie qui s'appelle d'ailleurs La Ferme, à Shefford, si je me souviens bien. Et le Shefford, cette brasserie-là, par laquelle on devrait commencer. Excuse-moi, je t'interromps. Peu importe. Il n'y a pas de dégradation. Non, c'est ça. Donc ça, c'est une bière saison, donc un style belge, mais brassée avec des ingrédients locaux. On a la brasserie de la Tête d'Allumette à Saint-André-de-Kamouraska qui brasse sur feu de bois. Et là, ça, c'est une tradition brassicole fermière de brasser sur feu de bois, une technique un peu rustique, justement. Et elle est brassée avec des maltes qui sont fumés. Okay. Ça aussi, ça fait partie des traditions brassicoles plus fermières. C'est-à-dire, comment on fait pour malter soi-même son grain? On le fait chauffer avec du feu, il y a de la fumée, donc les maltes vont ressortir fumées. Donc, il y a une empreinte très fermière à cette bière-là aussi. Mm-hmm. Et la troisième, c'est à Dunham, dans les cantons de l'Est, et c'est une bière qui est brassée, une bière de saison, encore une fois belge, mais brassée et vieillie en barrique, sur du marc de raisin. Et ça aussi, c'est un truc fermier, c'est-à-dire souvent, les brasseries fermières vont aimer collaborer avec les vignerons de la région. Et dans les cantons de l'Est, c'est quand même plusieurs vignerons, alors plusieurs vignobles. Donc, ils ont utilisé du marc de raisin local dans le coin de Dunham, dans les cantons de l'Est, pour faire vieillir cette bière-là, qui, je crois, est très bonne. Alors voilà pour ces trois bières-là. Antoine Pajot-Saint-Hilaire, tu nous parles de bières fermières. On faisait la distinction entre bière fermière et bière artisanale. Les bières artisanales, on comprend que ça englobe aussi parfois des bières fermières. Et ça par opposition aux bières industrielles là, qui sont faites à grande échelle. Oui, c'est ça. Il y a quand même aussi une différence, non seulement sur le produit, sur le produit, mais sur la philosophie, disons, du travail derrière la production. Uh-huh. En de vouloir faire un produit local pour une communauté locale et non pas d'avoir des ambitions capitalistes internationales, mondiales, rapidement. Et là, ce qui était très intéressant, c'est que généralement, ça fait de très bons produits. Alors, il peut y avoir une tentation, finalement, d'être approché par des gros vendeurs. C'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé récemment dans l'histoire. Ça a été un traumatisme pour certains dans l'histoire récente de la microbrasserie québécoise. Mais ce que je veux dire ici, c'est que il y a, je pense, dans les bonnes bières fermières au Québec, mais pas seulement au Québec, il y en a partout ailleurs dans le monde, c'est important de le noter. Il y a des traditions brassicoles millénaires là, qui sont conservées au Bhoutan, au Népal, etc. Absolument. Wow. Ce qui est important, c'est de conserver cette saveur locale et cette façon de faire locale, avec cet esprit, finalement, d'ancrage dans la communauté. L'environnement, c'est pas seulement l'environnement, les feuilles, les arbres, exactement. C'est aussi un environnement humain, c'est aussi une communauté locale. Puis finalement, de se dire que si on va aller puiser des ingrédients locaux pour fabriquer notre bière, on va aussi aller puiser dans les richesses humaines locales. Des savoir-faire locaux. Donc des savoir-faire sur la brassicole, mais des savoir-faire agricoles, des savoir-faire apicoles, etc. Mais aussi de comprendre comment s'ancrer finalement dans cette communauté pour que notre consommation reste véritablement éco-responsable. Alors, il y a un ancrage dans le territoire, il y a un ancrage aussi dans la communauté. Les liens se multiplient entre les petits producteurs autour de cette industrie-là. Je dis industrie, en fait, c'est tout le contraire de cette production-là à petite échelle. Antoine Pajot-Saint-Hilaire, est-ce qu'il existe, James faisait le parallèle avec le monde du vin, est-ce qu'il existe des espèces d'appellations contrôlées? On peut dire ça, c'est une bière de Charlevoix ou c'est une bière de Kamouraska? Malheureusement ou heureusement, ça c'est sujet à débat, il n'y a pas d'appellation contrôlée. Il y en a très peu dans la bière, en fait, dans la bière artisanale en général. Uh-huh. Et c'est sujet à débat. Mais avoir une appellation contrôlée, ça peut devenir très restrictif pour les brasseurs. Par contre, je pense que les brasseries qui se démarquent par leur saveur locale continuent de le faire, puis de bien le faire, puis ils n'ont pas d'intérêt
à changer leur façon de faire pour devenir de plus en plus internationale ou de moins en moins locale, parce que finalement, l'attrait qu'il y a dans ce produit-là, c'est justement cette saveur de terroir, cette petite communauté humaine qui produit à grandeur et à échelle humaine aussi. Fait que non, il n'y a pas d'appellation contrôlée, puis il n'y a pas d'appellation non plus, un stamp, disons, fermier. Ce qui définit une bière fermière, c'est, une bière qui va être brassée avec des ingrédients locaux. Mais ça ne veut pas encore dire ça veut pas dire directement sur une ferme de la brasserie. Ça peut être, disons, à 50 km. Mais c'est écrit sur l'étiquette? Certaines brasseries vont s'étiqueter eux-mêmes bière fermière. On va dire, on fait la bière fermière. Autoproclamation. Mais c'est une autoproclamation. Puis ensuite, c'est à la fois à la communauté puis aux consommateurs de juger si tel est le cas. Je pense que les 3 bières que je vous présente aujourd'hui peuvent être qualifiées à juste raison de fermières, mais de façon différente. Par exemple, la ferme font véritablement pousser du grain. À Donham, c'est un peu moins agricole, mais ils vont quand même faire une collaboration avec les ressources locales, puis ils vont vraiment utiliser des produits des cantons de l'Est. La Tête d'Allumette va aussi utiliser beaucoup les produits du bas du fleuve, va utiliser des plantes qu'ils vont cultiver eux-mêmes, vont brasser sur feu de bois. Alors ça, c'est quand même tout un travail humain, de faire un feu de bois pour entretenir une bière pendant des heures. Je parlais avec des serveurs, serveuses du pub de la brasserie de la Tête d'Allumette à Saint-André-de-Kamouraska. Ils disaient, quand ils commencent à brasser, il fait chaud, là. c'est de l'ouvrage. C'est ça, c'est de l'ouvrage. Mais ça change-tu vraiment de quoi pour la bière, le feu de bois? Absolument, Ah, ouais. absolument. Oui. Ben, d'ailleurs, peut-être une dernière question. Ça doit jouer sur le contrôle de la qualité. C'est-à-dire que plus on va dans l'artisanal, moins on a quelque chose de standardisé ou de toujours égal. Il y a un enjeu là pour les producteurs. Ben, c'est ça, il y a un enjeu, mais c'est-à-dire qu'au lieu d'y voir comme une compagnie, par exemple, comme Molson ou Labatt, vous verrez ça comme un gros problème pour la chaîne de consommation. Mais si l'ambition de la bière, ce n'est pas de voyager outre-mer, si l'ambition de la bière, ce n'est pas d'être distribuée aux 4 coins du pays, mais de fournir localement et de manière raisonnable et à échelle humaine un produit authentique et unique, ben alors c'est pas un problème du tout. Ben ouais. Alors c'est vraiment de virer la question à l'envers. Et même exclusif, je dirais. Ben je pense qu'il y a des gens qui voyagent des kilomètres et des kilomètres pour aller voir ces belles brasseries. Un exemple dont on parlait, au Val à Val d'Espoir, en Gaspésie, les gens vont faire 2000 km pour aller chercher cette bière précisément parce qu'elle est unique et elle goûte jamais la même chose. Cette saison espinée de fabriquée à Val d'Espoir en 2018, celle fabriquée en 2019 vont goûter différentes. Et là, c'est intéressant parce que c'est ça, parce que oui, l'environnement change, donc forcément, la bière aussi va changer. On a des produits vraiment à échelle humaine et c'est tout à fait, ça s'inscrit tout à fait là, dans ce que le pape propose dans Laudato aussi, qui est sorti en 2015. Si je peux juste me permettre de citer le pape François. Donc, le Saint-Père écrivait dans Laudato aussi des choses assez intéressantes justement sur l'aspect local. Il disait, il ne faut pas non plus se décourager de voir que l'ordre international est peut-être pas assez courageux pour agir. Et là, il dit des choses comme les nouveaux processus en cours, je cite, ne peuvent pas toujours être incorporés par des schémas établis de l'extérieur et doivent partir de la culture locale elle-même. Ou encore, l'instance locale peut faire la différence lorsque l'ordre mondial existant se révèle finalement incapable de prendre les responsabilités. On a un bel exemple ici. Je pense que ce genre de petit effort-là peut nous amener à changer nos façons de voir et nos façons de faire. Antoine Pajot-Saint-Hilaire sur les bières fermières, c'était très intéressant et délicieux aussi. On peut t'entendre régulièrement ici, on n'est pas du monde. En fait, on va t'entendre de plus en plus régulièrement avec ce que tu nous apportes, c'est sûr qu'on va te réinviter. Merci Antoine. Ça fait plaisir. Restez avec nous après la pause. Isabelle Gagnon nous parle d'une méthode éducative éprouvée. Noël, c'est la fête qui relie le ciel et la terre. Et tous ceux qui s'aiment. Cette année, en préparant vos cadeaux, aidez l'équipe du Verbe à faire le lien avec tous ceux qui cherchent le vrai sens de Noël en contribuant à notre campagne majeure Faites le lien. Faites le lien entre Saint-Nicolas et le Père Noël, entre les rois mages et les lutins. entre l'enfant Jésus et les couches de bébé. Bref, faites le lien avec nous entre le Verbe de Dieu et le monde d'aujourd'hui. En plus, jusqu'au 31 décembre, chaque don à notre campagne sera doublé grâce à un jumelage. Merci à tous ceux et celles qui ont déjà donné et à ceux qui le feront. Joyeuse fête de la Nativité! Entre Saint-Nicolas et le Père Noël... Excuse. Entre le Verbe de Dieu et le monde d'aujourd'hui. Faut juste la garoche à terre. Joyeuse fête de la Nativité!
Vous êtes avec Antoine Malenfant à la barre d'On n'est pas du monde. On vient d'entendre Louis-Étienne Santet avec la pièce Kawa no Kami. Au cœur de la méthode Montessori, dont on a déjà parlé ici par le passé à On n'est pas du monde, se trouve le développement d'une relation privilégiée entre l'adulte et l'enfant. Est-ce que cette relation est toujours possible à notre époque alors que tout va si vite? C'est la question que nous pose, une des questions que nous pose aujourd'hui la chroniqueuse Isabelle Gagnon. Bonjour Isabelle. Bonjour Antoine. C'est pas un peu utopique là, d'essayer de rentrer le carré dans le rond, je sais pas trop. Ouais. On a une méthode Montessori qui date de il y a plus de 100 ans. Et là, on essaie encore, en fait, il y a des gens même qui ont un certain succès là, à l'appliquer aujourd'hui. C'est quelque chose on force pas la patente un peu. Oui, c'est ça. Je pense que dans n'importe quel système pédagogique, il y a une partie d'idéalisme. Là. On essaie d'offrir quelque chose qui est cohérent, qui est circonscrit, qui peut-être même se commodifie dans ça, qui se transmet en un morceau, en quelque chose. Puis ça a un nom. Là, c'est Montessori, qui n'a pas été... comment on dit ça, breveté. Là, il n'a pas été associé, il n'y a pas de méthode strictement Montessori. Là. Il y a une organisation qui est comme la continuité de Montessori directement, mais il y a beaucoup de choses qui s'appellent Montessori qui sont inspirées de... vaguement, tout ça en plus. Le fait que là, ça devrait être interdit par la loi, d'ailleurs. Comme une petite chaise de vieille chaise. Je sais pas, mais c'est parce que c'est ça. Il y a un système de propriété intellectuelle qui fonctionne. C'est juste que quand c'est pas possible de l'utiliser, c'est pas possible. Puis elle avait essayé, je crois, là, quand même. Donc, d'avoir une marque déposée, tu veux dire? Oui, d'avoir une marque déposée, Montessori. Oui, elle avait essayé, ça n'avait pas fonctionné. Je sais pas les détails, je connais pas les détails, mais pour dire que c'était un projet de transmission large, là. C'était une croisade éducative que Maria Montessori avait, un beau projet, beaucoup d'ambition, beaucoup de cœur, beaucoup de foi aussi. Et moi, je m'intéresse à ça depuis peu. J'ai pas lu beaucoup de ses livres. J'aimerais ça m'y mettre. Donc, pour tous les auditeurs et les gens qui connaissent bien Montessori, ben, vous en saurez peut-être plus que moi, mais j'ai quand même eu envie d'en discuter un peu avec vous, de réfléchir là-dessus, puis de réfléchir, entre autres, au fait que c'est marchandisé beaucoup, ces éducations-là. Notamment, aujourd'hui, les écoles Montessori, c'est des écoles privées, souvent. En fait, quasiment uniquement, parce que le système public, il faudrait qu'il adapte complètement Montessori pour que ce soit public. Donc, privé, donc cher, sélectif, parce qu'il y a peu d'élèves qui peuvent être dans une classe pour que ça fonctionne. En fait, c'est ça l'idée. Le résultat, c'est un certain élitisme, alors qu'au départ, Maria Montessori travaillait avec des enfants qui avaient des échecs scolaires, des déficiences intellectuelles et ensuite des enfants pauvres. Donc, pas des enfants qui étaient favorisés ou dans des situations idéales. C'est-à-dire que c'est supposé fonctionner, sa méthode, dans un contexte de difficulté, dans un contexte où est-ce que la souffrance existe, où est-ce que les distractions familiales existent, où est-ce que... Donc, puis moi, je me suis dit, mais ça veut dire que c'est peut-être pas la seule manière de vivre Montessori que dans ces écoles-là qu'on a aujourd'hui. Avant de mettre en relation là, cette pédagogie-là avec le monde dans lequel on vit aujourd'hui, peut-être nous décrire en quelques mots qu'est-ce qu'on entend par méthode ou pédagogie Montessori, là, comment on peut résumer ça? Oui, un très, très bon point de départ. En gros, l'idée, c'est d'encourager l'autonomie naturelle des enfants, qui, selon elle, serait très naturelle, très spontanée. Donc, le désir de prendre le petit balai avec maman, passer le balai, couper les légumes, participer à la vie domestique, à la vie active, qui prend des efforts puis qui cherche à collaborer à l'environnement collectif, là, un peu. Là. Donc, encourager l'autonomie naturelle des enfants en les laissant participer à leur façon. Donc, avec un peu plus de lousse, un peu moins de règles qu'on s'attendrait, et à notre vie active, sur les compétences classiques comme aussi la lecture, les mathématiques, mais aussi sur le plan religieux. Beaucoup même plus sur le plan religieux que ce qu'on transmet aujourd'hui en termes de méthode Montessori, et sur le plan, c'est ça, domestique. Donc, je dirais que c'est encourager l'autonomie naturelle, le désir de participer et le désir de travailler, qui est, selon elle, spontané chez les enfants. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez pu expérimenter avec vos enfants, c'est-à-dire de découvrir que finalement,
l'enfant, peu importe son âge, n'est pas si lâche que ça, ou il est pas si... il y a souvent le désir, me semble, d'aider à la cuisine, quand maman fait des biscuits, d'essayer de collaborer. Oui, le ballet, me semble que c'est effectivement une sorte de contagion là, dans la maisonnée. Là. Il y a un mimétisme aussi des fois qui s'opère, ou en tout cas, positivement. Je pense à mon fils aîné qui est comme, faut pas toucher à la mop, parce que le samedi, c'est lui qui passe la mop. C'est comme sa technique, il fait très bien ça, puis c'est comme son royaume. C'est comme toi et ton lave-vaisselle. Ouais, exactement. Tu sais, chacun nos petits royaumes. Puis Mais non, mais ça confirme un peu ça. C'est-à-dire que l'enfant ou même l'ado n'est pas nécessairement réfractaire à participer, à collaborer, à œuvrer à la vie collective. Pas du tout. Je pense que peut-être le point de tension ou de défi, c'est que ça passe nécessairement par une relation avec le parent. Puis que ça, c'est difficile parce que ça veut dire qu'il faut que, en général, si la relation est bonne ou harmonieuse, ben là, l'enfant va être encouragé à ses dispositions naturelles-là. Mais s'il est froissé par, je sais pas, des contraintes qui sont excessives ou par un parent qui lui crie après, ben il sera pas en mode je veux travailler. Là. Fait que des fois, c'est les disciplines un peu plus traditionnelles de genre crier après son enfant pour qu'il fasse quelque chose. Ben ça marchera pas parce que c'est comme tu vas contre tu lui laisses moins d'espace mental, émotionnel pour cette spontanéité-là. Donc, souvent, Montessori aussi, ça va de pair avec un système qui évite le plus possible des punitions et plutôt qui va essayer de conserver l'harmonie à tout prix en essayant de reconnaître les besoins de l'enfant, essayer de réorienter le malcommodisme, non, les mauvais coups, les désirs de destruction et de chaos qui sont aussi innés à l'enfant. Donc, c'est ça qui est peut-être le plus difficile, là, parce que, je veux dire, quand tout va bien, puis qu'il passe le balai, puis on le regarde, puis on est comme, waouh, c'est vraiment ça, les merveilles d'être parent, mais que là, la seconde d'après, il se met à fesser avec le balai sur, genre, le buffet qui a des verres. Mais là, tu te dis, OK, là, sur sa petite sœur. Oui, ça sur sa petite sœur. Puis là, c'est comme, finalement, il faut quand même intervenir. Il y a une forme de modelage, de discipline. Le truc, c'est de dire, ne passe pas la mop, comme ça, par esprit de contradiction, oui, il va se mettre à passer la mop. Mais ça, c'est... En fait, tu vois, là-dedans, ce qui est intéressant, là, moi, j'ai appris ça, j'ai été fascinée. Quand tu dis ne passe pas la mop, si tu enlèves ne pas, la mop, c'est l'image principale. C'est le nom commun, c'est principal de cette phrase-là. Fait que pour l'enfant, lui, il va retenir la mop. Le ne pas, c'est vraiment une formule qui est difficile comme ça pour les enfants parce qu'il va s'effacer rapidement de leur esprit puis ils vont juste retenir l'essentiel de la phrase. Alors que si tu vas à la formule positive, par exemple, passe la mop, ben là, là, tu veux pas ça, mais en tout cas, on passe, là, mais si tu dis sois doux au lieu de frappe pas, sois doux, ben là, il va dire doux, c'est ça le focus doux. Donc, c'est un autre sujet, là, mais voilà, ça fait partie, entre autres, du Montessori. Édouard, je te voyais réagir, avais-tu... Non, je ne réagis pas, j'écoute. Ah, c'est beau. Génial! Parce qu'il y a une petite question qui... me semblait aussi. qui trotte dans ma tête, c'est... D'accord, et je pense que c'est très important de développer les qualités, les aptitudes, ce qu'on appelle naturelles. Mais est-ce que juste il faut comme dire, voilà, tu as ça, c'est très bien, mais quelle est la place de proposer un défi, un effort pour aller plus loin? Parce que très souvent, ce qui est vraiment... modelant et... contraignant, oui. Pas seulement contraignant, mais qui nous propulse dans la vie. C'est quelque chose avec quoi nous avons une petite difficulté au début. Oui. Je pense qu'il y a plein de réponses à ça, mais je pense que essentiellement, un adulte, c'est lui qui connaît le monde et l'enfant découvre le monde. Donc oui, c'est à nous de proposer les défis en tant que tels. Si tu lui donnes pas de mop, il passera pas la mop. Si tu lui donnes pas un bol dans lequel transférer les brocolis coupés sur la plaque, il le fera pas non plus. Donc oui, c'est sûr que nous, on est comme le cadre et on est l'ordre aussi au niveau de l'horaire, la régularité. C'est qu'en fait, il faut essayer de créer le moins de tension possible, de conflit, mais d'intégrer tranquillement l'enfant dans un ordre parce qu'il a aussi besoin d'ordre, de régularité et de vérité. Puis c'est nous qu'on est plus en mesure d'offrir ça que lui. Lui, ça à apprendre, c'est ça. James? C'est un peu dans le même sens de ce que dit Isabelle. Souvent, on a cette idée que Montessori, c'est t'apprends librement à travers les jeux, puis c'est comme ça, mais... Une espèce de rousseauisme. Ouais, c'est ça, mais ouais. En fait, tu regardes dans les écoles Montessori, c'est très, très rigide. Je veux dire, c'est un peu comme une ruche d'abeilles où tout le monde a sa place, sa fonction, puis tu ne déroges pas de ça, puis c'est comme ça que ça se passe, puis tu apprends de cette manière-là, puis on te recadre si tu ne fais pas la chose de la bonne manière. Et si tu n'aimes pas?
Et si tu as le conflit, on fait quoi? Oui, bien, il y a plein de solutions, mais certainement garder son calme pour le parent. En principe, on prend pour acquis que le parent connaît la différence entre le bien et le mal, a une certaine maîtrise de ses émotions, et donc son rôle en tant que figure d'autorité, figure bienveillante, et aussi premier visage de Dieu dans la vie de l'enfant. Je vais compléter là-dessus dans une seconde. C'est de garder son calme. Rapporté, je suis désolé. Trop lourd rapporté. Moi, je démissionne. Non, mais c'est ça, mais c'est beaucoup, mais c'est gros, mais c'est vraiment ça. Parce que c'est ça que je trouve choquant dans un sens de réaliser tout ça. C'est choquant parce que c'est tellement grand, mais en fait, c'est aussi choquant que le Seigneur qui nous demande de faire la même chose là, avec n'importe qui. C'est juste qu'avec nos enfants, on dirait que c'est chaque moment quotidien. Puis eux, on est vraiment le premier visage de Dieu, on est le premier visage de l'amour, premier visage du don de soi. Puis si on peut leur montrer ça d'une façon vraiment dévouée, en fait, ça ressemble à respecter leurs tendances naturelles, autant dans le désir d'autonomie, de liberté, mais aussi dans leurs besoins d'ordre, dans leurs besoins de vérité. Donc, toutes ces choses-là vont ensemble. Et peut-être que Montessori, justement, ça semble un peu simpliste quand c'est vendu à la pièce en un e-book à 15 $ sur un site d'une madame, ouais. Alors qu'en fait, c'est une pratique beaucoup plus complète. Puis même si Maria Montessori elle-même, elle a essayé de transmettre quelque chose pour vraiment un système éducatif solide, elle intègre énormément d'éléments. Là. Elle a un livre sur la foi, là, les enfants à la messe. Elle trouvait ça vraiment important que ce soit englobant et que ça aide dans chaque partie de la vie. Puis un des principes, je dirais aussi qui est important dans le christianisme et qui se reflète beaucoup dans le Montessori, c'est justement le pardon, le cycle pardon-réconciliation et retour à la joie. Retour à la joie du Seigneur, retour à la joie de la vie éternelle. Je pense qu'avec les enfants, c'est particulièrement important de finalement toujours trouver un moyen de revenir à la joie, de revenir à la réconciliation. Puis ça, c'est très difficile dans des situations de discipline où est-ce qu'on se sent un peu perdu. Puis elle nous propose des outils pour passer, un peu contourner les trucs trop de tension ou de autorité disons, serviteur. Là, non, mais c'est parce que des cris... L'autorité exécuteur. L'autorité exécuteur, l'autorité un peu malsaine, là, de dire « fais ce que je dis parce que c'est ça, puis c'est tout, puis arrête. » On parle en termes très idéaux, là, où justement, on aimerait ça être en maîtrise de nos émotions, mais dans toutes les familles, en tout cas, j'imagine les gens qui nous écoutent, il y a des cris, il y a des chicanes, des conflits, des manques de patience de la part des parents, entre frères et sœurs. Tout ça arrive, donc j'aime bien l'idée de, pas de cycle, mais de retour au pardon et de retour aussi à la joie. Je pense que c'est une ligne qui est très présente. On en discutait tout à l'heure là, dans la philosophie Montessori. Isabelle, la question du temps aussi, j'imagine, joue beaucoup pour justement se donner le temps de vivre ces cycles-là, d'accueillir à la fois ces discordes-là, mais aussi leur résolution par la miséricorde. Absolument, absolument. Et je pense que peut-être qu'aujourd'hui, on aime ça éviter. Nos enfants vont beaucoup à la garderie, à l'école, à l'extérieur, puis nous, on va au travail, puis là, ils se couchent 1 heure à 2 heures après qu'on soit arrivé. Puis je pense que des fois, c'est pas facile de laisser le temps de respirer, vraiment. Même, on a de l'alcool sur la table, là, l'alcool qui respire, qui a besoin d'un moment, juste pour être là, ensemble, laisser la relation mijoter. Dans une gratuité un peu. Oui, dans une gratuité, une simplicité. Puis ça, des fois, j'ai l'impression que la commodification, l'optimisation absolue avec le progrès technologique, etc., ça étouffe un peu cette simplicité-là, ces moments-là. Quelque chose à rajouter? Là, Est-ce qu'il n'y a pas, comme tu parlais au début de ta chronique, de cette idée que c'est élitiste, puis c'est pour les parents qui ont les moyens, puis qui ont été eux aussi bien éduqués, etc. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de paradoxal, un peu comme une utilisation de la méthode Montessori comme mode de perfectionnement de la vie parfaitement parfaite, optimisée par les parents pour la trajectoire ultime de sa performance sociale? Absolument, absolument. Ça devient une performance, vraiment, d'optimiser son petit enfant pour qu'il soit le meilleur petit enfant, s'il a eu la meilleure éducation. Mon enfant a fait l'école Montessori et donc il sera... Mais c'est très terrestre, là. C'est pas du tout transcendant, finalement, comme perspective sur l'éducation. Puis je pense que... Ils vont plus à la messe non plus. Hein. Non, c'est ça. Mais ce que je dirais, tu sais, la grande acquisition. Ouais, vraiment sûr. Je pense que les méthodes Montessori, c'est bien beau, mais il faut les éléments essentiels, ce retour à la joie, ce retour à l'authenticité, puis l'écoute. La simplicité aussi. La simplicité qui n'est pas du tout dans ce qu'Antoine vient de décrire. Non, mais c'est vrai. C'est drôle, cette perception-là, parce que beaucoup de gens qui envoient leur enfant à l'école Montessori se questionnent justement à savoir si l'enfant va réussir après dans la société normale. Parce que justement, c'est tellement pas pareil. Ah ouais. Souvent, ils peuvent être vus comme dysfonctionnels. Moi, quand je pense à ça, je me dis,
peut-être que la société normale, elle n'a pas raison, puis qu'il faut des acteurs de changement. Bon, on peut voir ça comme ça quand on se dit qu'on n'est pas sûr que nos enfants vont s'intégrer. Là. Pour avoir été une personne qui s'intégrait difficilement, là, moi, je pense qu'il faut libérer les enfants de cette attente-là absolue là, de s'intégrer à la société normale. Isabelle Gagnon, tu nous parlais de Montessori, de bien d'autres choses, de l'éducation des enfants plus largement. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Tu es chroniqueuse régulière, On n'est pas du monde. On a le plaisir de t'accueillir sur une base régulière. Et ici, on est toujours très contents. On fait une petite pause musicale et tout de suite après, Édouard nous parle de l'Avent, tout juste avant que ça finisse. Nous sommes c'est toujours Antoine Malenfant au micro d'On n'est pas du monde. C'était la pièce de Shield, interprétée par Tim Baker. C'était super bon, ça, James? Ben oui, tant mieux. Hein? Ah ouais, belle découverte, merci. Nous sommes déjà rendus au troisième semaine de l'Avent. À la troisième semaine de l'Avent, la semaine de la joie. Le dimanche de la joie, c'était hier. En tout cas, c'était cette semaine. Temps liturgique fort pour les catholiques. D'ailleurs, cette année, l'Avent dure plus longtemps qu'à l'habitude. Oui, parce que c'est le 24 décembre ne tombe pas comme d'habitude. Tombe samedi, le Noël tombe dimanche, donc on a 5 bonnes semaines. On a un peu du temps. Donc 4 semaines, mais vraiment bien. Alors, la voix que vous entendez, c'est celle d'Édouard Chatov. Justement, le rapport au temps, c'est quand même au cœur là, de l'année liturgique. Ce temps de l'Avent, à quoi bon? À quoi il sert? Mais plusieurs choses. La première, c'est que avant, ça veut dire tout simplement l'arrivée. Et très souvent dans le milieu croyant ou même dans le milieu non croyant, mais qui popularise ce concept, au moins parce qu'il faut expliquer, parce qu'on va presque partout les courants d'Avent, les calendriers d'Avent. C'est devenu aussi presque une marque commerciale que l'Église devrait breveter. Hein. J'ai entendu quelqu'un à la radio dire qu'il y avait un calendrier de l'Avent en prévision de son calendrier de l'Avent. Donc, il y avait comme tout le mois de novembre, il ouvrait des petits chocolats. Voilà. Donc, parce qu'il avait hâte d'ouvrir son calendrier de l'Avent. C'est-à-dire, et on dit toujours qu'on attend l'arrivée du Seigneur. Mm-hmm. Et dans la tête de majorité des gens, c'est qu'on attend le 24 décembre, la naissance de Jésus. Sauf que dans toute la liturgie, on parle de la deuxième venue de Jésus.
Et donc, c'est là, il y a une petite dichotomie qui se crée parmi beaucoup dans les têtes de plusieurs personnes. Pourquoi on célèbre Noël, donc la naissance de Jésus, et pendant 4 semaines, on nous lit les textes qui parlent de la fin des temps, la fin du monde, la venue du Christ en gloire. Pas fort, tu nous démêles, Père Chatov. Il y a 3 venues du Christ. Toujours. Hein. Dis-nous laquelle est laquelle. Le premier, c'est à Bethléem, donc ce qu'on célèbre le 24. Dans l'histoire. Dans l'histoire. De 3e à la fin des temps, ce qu'on appelle la parousie, la présence. Et la 2e, c'est ce que advienne dans la vie personnelle de chacun de nous. Ça, c'est la grande description de Saint Bernard de Clairvaux qu'il a écrit dans ses homélies de Noël pour un peu expliquer que le croyant, il n'est pas passif. Donc, l'avant, c'est advenir. Et c'est pour cela, c'est ce qui en fait est en jeu, c'est que pour se préparer, accueillir Dieu maintenant, et celui qui vient à la fin du temps, on doit comprendre qui est ce Dieu qui est déjà venu. Parce que précisément, il est déjà venu et il s'incarnait et né à Bethléem, ce que nous célébrons à la fête de Noël. Donc, il n'y a pas 3 dieux différents. C'est toujours le même Dieu qui va venir. Et donc, pour comprendre d'une manière intelligible et intelligente, donc voilà, on va célébrer Noël, mais en fait, on attend la venue de Dieu maintenant et dans sa plénitude quand il le désirera tel qu'il le désirera, oui. Mais même Noël, il y a moyen d'en faire une lecture plus personnelle, c'est-à-dire il y a toujours cette fameuse homélie de Noël qui nous rappelle que c'est l'arrivée de Jésus dans notre cœur, qui est notre cœur qui est une crèche sale. Tout à fait. Il y a tout ça. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est aussi que quand on attend ou quand on prend conscience d'arrivée de quelqu'un, c'est le temps de désir. Et donc, c'est pour cela, le temps de l'Avent, c'est le temps de l'éducation de désir. Quand je dis l'éducation, non pas pour dire tu feras tel exercice scolaire ou tel exercice universitaire, mais l'éducation, c'est-à-dire on va reconnaître que notre vie et toutes nos rencontres, donc la rencontre de Dieu, sont façonnées par notre désir. Et donc, ça vaut la peine de quand même se poser quelques questions. Qu'est-ce que je désire? Comment je désire? D'où d'ailleurs découle même, je pense, après l'idée des cadeaux. Parce qu'aujourd'hui, c'est devenu, les listes à accomplir, mais en fait, dès le départ, quand on se prépare à rencontrer quelqu'un, on le regarde, on pense à sa vie, on examine le désir de cette personne et on va essayer de répondre à ce désir. Et l'autre personne va essayer de répondre à un autre désir. Et pas comme dans un livre que j'aime bien, donc Harry Potter, où le frère n'est pas le frère de même sang, là, mais le cousin d'Harry Potter, il compte les cadeaux. Oui. Et il fait la grande crise parce que l'année dernière, c'était le même chiffre. Donc, le désir, c'est un peu ça. Et donc, avant, Adventus, c'est pas avant quelque chose, c'est pas A-V-A-N-T, c'est A-V-E-N-T, donc l'avant. Ce qui advient, ce qui arrive. Voilà, c'est l'arrivée de la présence de quelqu'un. Et en prévision de cette présence-là, de cette rencontre-là, pour faire le lien avec le désir, ça peut devenir intéressant de se questionner sur nos propres désirs, mais sur les désirs aussi de Dieu à notre égard. Oui, tout à fait, parce que pour comprendre nos propres désirs, il faut aussi se pencher sur le désir de Dieu, et le désir de Dieu tel que la révélation nous le dit dans l'Écriture et dans la vie de Jésus. C'est dans toute simplicité, dans l'accueil, offrir l'amour à l'autre. Et recevoir l'amour de l'autre. En début d'émission, Édouard, tu nous disais que l'Avent, on ne s'y fait pas entraîner, mais on s'y dépose. C'est une question en fait, c'est un double repos. Mouvement. Ouais. J'ai fait un peu la plaisanterie, mais c'est un peu provocateur. C'était pour me contredire un peu, je comprends. C'est vrai qu'on entraîne, parce que le temps se développe.
Et les fameux symboles, donc par exemple, on a adopté ce symbole de la couronne de l'Avent. C'est la lumière arrive de plus en plus. Vous savez, dans nos églises, peu importe les dominations chrétiennes ou même, c'est 4 grandes bougies, 4 violettes et une rose qui symbolise précisément le 3e dimanche de l'Avent qui est dimanche de la joie. Mais quand la couronne de l'Avent est apparue, il y avait 4 bougies et plus 24 bougies entre les deux, comme signifiait un peu, c'est un peu 19 en général, quand c'est le plus long là. En fait, chaque jour de la semaine, on allumait les bougies entre ces grands 4 bougies qui restaient. Mais il y avait beaucoup plus de lumière dans la couronne. Une montée en lumière, ouais. Voilà, c'est monter de la lumière, c'est-à-dire éclairer notre monde. Et donc, l'Avent, c'est précisément cet encheminement. Mais en même temps, c'est aussi de se poser et de se reposer. Parce que si on court tout le temps, on ne sait pas qu'est-ce qui est l'essentiel. Et pourtant, c'est la période des courses. Hein? Oui, c'est pour cela que de temps en temps, je dis, n'essayez pas d'acheter vos cadeaux à la veille. Hein. C'est très mauvaise idée. Hein. Mais vous savez, c'est de là aussi qu'on ne se pose pas, qu'on ne se repose pas. On pense l'obligation, c'est remplir l'espace et le temps et de ne pas précisément évaluer ou réfléchir sur le désir de moi-même et de l'autre. En fait, de ne jamais se presque poser la question sur le désir de l'autre. Parce que pour faire un véritable cadeau, il faut comprendre le désir de l'autre. Pas mon désir, mais le désir de l'autre. Et donc, c'est toujours un peu embêtant. Moi, je donnerais des Legos à tous mes enfants si je m'écoute ton désir le plus cher. James. Mais c'est ça qui est un peu paradoxal, parce que quand on attend, on ne se repose pas vraiment. On se prépare quand on attend quelqu'un qui vient à la maison, tout ça, on fait le ménage, on dresse une belle table, on prépare un bon rôti. C'est ça. Mais c'est vrai, mais c'est là que je dis, vous savez, ce que mettons toujours quand on arrive, par exemple, souper chez quelqu'un, il y a 2 attitudes. Et au moins 2. Marthe et Marie. Non, ça c'est pour une autre chronique. Okay. C'est qu'il y a des gens qui ont fait, disons, le souper, la cuisine, et ça peut être plus ou moins réussi. Ils ont pris du temps, mais ils ne s'agitent pas. C'est-à-dire, ils vont avoir la rencontre, la conversation, et il y a de temps en temps un autre style. Vous arrivez, la cuisine était aussi faite, sauf que chaque fois, quand on va vous servir, on va rajouter une petite phrase. Ah, vous savez, hein, mais j'ai pensé que l'assaisonnement doit être un peu plus épicé. Ou, vous savez, le gratin, il doit être un peu plus gratiné. En fait, je n'ai pas réussi. Et donc, cette agitation vous montre que, en fait, la personne a fait beaucoup d'efforts, mais elle est toujours insatisfaite. Il n'y a plus de rencontre, il n'y a que la justification à propos des plats. Ou l'analyse. Voilà, on analyse des plats. Or, le repas et les plats sont le moyen de, disons, propulser la rencontre, non pas faire la rencontre autour de cela. Hein. Moi, j'ai connu un autre style aussi. Tu arrivais chez les personnes puis tu faisais le repas avec eux. Ah, ça, j'aime bien ça. Là, tu as la rencontre. Ça, j'aime bien ça. J'aime bien ça parce que aussi, et ça, précisément, on va adopter un rythme, on va faire et donc on va avancer, mais en même temps, on va se poser et reposer. Donc, l'une chose ne contredit pas l'autre. C'est-à-dire, quand je dis poser et reposer, ce n'est pas juste se mettre dans la posture de lotus, si belle soit-elle, et de ne rien faire. Non, poser et reposer, c'est une autre chose. Mais en Dieu, de toute façon, il n'y a pas cette opposition entre travail et oui, repos. Oui, tout à fait. C'est vraiment un seul et même acte. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut se souhaiter, Édouard, là, pour les 2 semaines qui nous restent avant Noël? Offrir à chacun une canne. J'ai trouvé, je suis très heureux que je trouvais la canne, parce que vous savez, c'est une canne qui a été faite précisément pour Noël. C'est pas bon, là. On va pas le dire. C'est pas bon, mais la dame qui l'a faite, c'est les couleurs de cadeau de Jésus, qui est son sang. Et le blanc, c'est la divinité, parce que c'est comme ça, c'est Jésus.
Wow. OK, fait que les cannes, là, La orange. canne de Noël, c'était fait pour Noël, pour qu'on donne ça aux périodes de l'Avent, et c'est pour cela qu'on décore avec eux. C'est la lettre G, le Jésus. Et les cannes originales étaient faites toujours en 2 couleurs, blanc et rouge. Wow. Pour le blanc, comme le couleur de ciel, de Dieu, et le rouge comme le don C'est de pas une sang. récupération chrétienne de symboles païens là, que tu es en train de nous Pas faire du là? tout, Ah, non. pas du tout. C'est fascinant. On apprend à départager quels sont les vrais symboles chrétiens et les trucs On est commerciaux. complètement Wow. confondus. Vraiment, Oui, vraiment. Fait- non, c'est mais- une dame qui est faite aux États-Unis pour les fêtes de Noël. Et J'allais donc, dire, elle a ça doit fait être américain. Fait que les cannes orange croche, là, c'est un peu mécréant. Là. Bien sûr. Je pense. C'est pas de la bonne couleur. Mais déjà vu ça? mais je pense, c'est peut-être là, nous devons aller vers le défi que Antoine nous a parlé, le défi écologique de prendre soin de la maison commune et faire les cannes de Noël avec les produits locaux, écologiquement corrects, là. Avec des bonnes saveurs. Avec bon les défi. bonnes saveurs, oui. Édouard Chatov, tu nous parlais de l'Avent. On est toujours ravis de t'accueillir à merci. l'émission. Et on peut t'entendre assez régulièrement et même te lire parfois sur le _verbe.com. Merci d'avoir été avec nous, Édouard. Merci. Je rappelle que tu es responsable du Centre Culture et Foi Le Montmartre à Québec et Augustin de l'Assomption. Merci beaucoup, Antoine. Merci, et merci Édouard. beaucoup. C'est déjà tout pour cet épisode d'On n'est pas du monde, mais avant de laisser aller nos invités, je leur demande quelques suggestions culturelles. Vous lisez, écoutez des trucs? Vous buvez, Vous buvez, ouais, c'est ça? Peut-être en complément à ma chronique sur les bières fermières, si vous voulez en apprendre plus, c'est un Québécois, Martin Thibault, qui est spécialiste finalement de la bière à travers le monde et puis qui a écrit un livre sur les bières fermières. C'est disponible aux éditions Druide. Très bon livre. Un beau cadeau de Noël d'ailleurs pour répondre aux désirs de certains qui, comme moi, sont passionnés de la question. Ça s'intitule Le goût de la bière fermière. Par Martin Thibault aux éditions Druide. On Merci. espère que ta femme écoute l'émission. Moi, je l'ai déjà reçu à Noël il y a de cela 2 ou 3 ans. C'est réglé. Je pense qu'il pense aux autres. On espère que nos femmes écoutent l'émission. Ouais. Oui, quelqu'un d'autre? James. Oui, ben, il y a une série là, que j'ai découvert assez récemment, Sœurs d'armes sur Netflix, c'est Warrior Nun. Là, c'est inspiré d'une BD américaine. C'est des sœurs qui sont formées pour se battre contre les démons, mais comme physiquement. Là, ils sont armés. Des religieuses, là. Oui, des religieuses. Puis ça m'a étonné parce que c'est une série qui... Édouard a l'air découragé. C'est une série qui présente positivement l'Église, qui est quand même étonnante. Donc, tout ça déborde un peu là, du dogme catholique quand même, mais puis qui montre aussi l'œuvre de l'Église pour le salut du monde de manière positive. Ben ouais, donc, ça m'a beaucoup étonné. Sœurs d'armes, Warrior Nuns sur Netflix. C'est la saison 2. Là. Bon, ça n'a pas attiré beaucoup l'attention, mais on se questionne si ça va... s'ils vont signer pour une 3e saison, c'est à suivre. À suivre. Édouard? Je n'ai pas l'air découragé, sauf que j'ai essayé de regarder. Non, peut-être parce que je connais l'Église un peu de l'intérieur et donc ça donne d'autres visions de séries télévisées. Hein. Mais pour ma part, peut-être 2 suggestions. La première, c'est que regardez, et on a parlé un peu de cela, la série télévisée qui s'appelle Le pouvoir des anneaux. Et peut-être un jour, on pourra rediscuter avec Isabelle Gagnon parce que nous avons les visions un peu, disons, différentes. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a un film très intéressant et très questionnant sur notre mémoire qui s'appelle Le Menu. C'est-à-dire sur un grand chef qui propose un menu et qui pose la question du bien et du mal. Merci, Édouard. Merci à tous d'avoir été avec nous cette semaine. Je remercie James Langlois et Marc-Antoine Baudette à la technique, ainsi que la Fondation Lucien Labelle pour son soutien financier. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, sur leverbe.com/radio. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même antenne, pour une autre émission dont n'est pas du monde.